Chapitre 2 Humanisme, réforme et conflits religieux. Cette période, qui débute au milieu du XVe siècle, souvent baptisée Renaissance, est notamment connue pour le développement d'un mouvement intellectuel baptisé humanisme. Cet humanisme est la base du renouveau intellectuel de l'époque, puisqu'il cherche à se décentrer des préoccupations religieuses et à placer l'homme au centre de toute chose. En conséquence, de très nombreux écrivains, de très nombreux penseurs diffusent des savoirs, cherchent à ventiler des connaissances sur tous les sujets. Un des grands éléments de l'époque, comme ici avec le néerlandais Erasme, c'est la redécouverte des grands manuscrits de l'Antiquité qui génèrent le renouveau dans tout le mode de réflexion occidental et qui pousse à la curiosité, de telle sorte que de très nombreuses découvertes s'enchaînent. Ces découvertes et la diffusion de ces connaissances sont notamment favorisées par le déploiement de l'imprimerie et du livre. Ainsi, au milieu du XVe siècle, l'allemand Gutenberg, avec la mobilisation des caractères mobiles d'imprimerie, permet une révolution de cette technique et la diffusion massive de livres. En conséquence de quoi, on observe environ 4 grands foyers pour la Renaissance, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. De nombreux échanges intellectuels se développent alors et la diffusion de l'imprimerie permet de renforcer ce système d'échange de connaissances. De la même façon, de grandes évolutions scientifiques sont mises en œuvre. Ainsi, l'Italien Vesale découvre l'anatomie, notamment par la dissection, ce qui permet de renforcer considérablement la connaissance du corps. Également, une des découvertes majeures de l'époque, c'est le passage du système ethnocentrique de Ptolémée, dans lequel la Terre devait être le centre de l'univers, au système héliocentrique, dans lequel le Soleil est l'astre fixe, autour duquel tournent les planètes et notamment la Terre. Cette découverte est due au Polonais Copernic qui, en 1543, met en avant tout ce système de pensée qui révolutionne totalement les cadres de l'époque. L'Église, extrêmement défavorable à ce système de pensée, maintient une sorte de chape de plomb sur ces découvertes, mais progressivement, celles-ci vont se déployer. Les bouleversements sont également artistiques, puisque, en lien avec ce déploiement de nombreuses nouvelles connaissances, les artistes cherchent à remettre en place des codes qui existaient pendant l'Antiquité ou à peindre de nombreux éléments en rapport avec cette Antiquité, comme ici avec le tableau baptisé Le Printemps de Botticelli, qui reprend le cadre des muses antiques. On peut également déployer dans cette logique tout ce qui est autour de la maîtrise artistique de la représentation du corps, dont la Joconde de Léonard de Vinci est un des exemples les plus approfondis, dans la mesure où les personnes qui découvraient cette œuvre à l'époque imaginaient que la Joconde les regardait et également qu'ils auraient pu apercevoir les veines de celle-ci battre sur son cou, tellement l'artiste avait mis de talent à représenter les moindres détails de son corps. Enfin, une des autres apparitions majeures de l'époque, c'est la représentation de la perspective, comme ici sur ce tableau de la flagellation du Christ, dans lequel on voit très clairement apparaître un premier et un deuxième plan, l'utilisation de lignes de fuite ou d'autres éléments qui permettent de porter le regard soit vers le premier plan du tableau, soit vers le fond. Enfin, les profonds changements apparaissent également dans l'architecture, comme ici avec la Villa Rotonda en Italie, qui reprend très clairement des codes antiques, avec les colonnes, avec les frontons, et également la redécouverte des mathématiques inspire de nombreux architectes qui mobilisent dans les représentations tout ce qui est autour de la symétrie, ou bien encore l'utilisation du nombre d'or, sorte de rapport mathématique longueur-largeur absolument parfait pour les personnes à l'époque. Le château de Chambord en France est également un des éléments clés de cette symbolique Renaissance, construit ou fait construire par le roi François Ier. Il est l'expression même de la Renaissance française, celle qui cherche à affiner le goût, à maîtriser des éléments italiens, à reprendre les éléments de symétrie, à déployer une richesse de décoration qui n'existait pas jusqu'alors.